Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'association Imagine BZH. Aujourd'hui nous recevons Emmanuel Ferraro. Bonjour Emmanuel. Bonjour Caroline. Alors Emmanuel, tu es géobiologue Oui. et énergéticien et tu exerces à Melleran dans le Morbihan. C'est ça. Alors dans ton activité, tu nous racontes que tu as, on va dire presque deux activités un petit peu complémentaires, celle de géobiologie et celle de magnétiseur. Oui, Hein? c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous présenter dans un premier temps l'activité de géobiologie? Est-ce qu'on peut déjà résumer ce qu'est la géobiologie? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Parce que je sais que c'est un domaine très vaste. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est une discipline qui est très vaste. Donc, en faire un résumé, c'est difficile. En peu de temps, c'est difficile. Pour faire simple, la géobiologie, c'est une discipline qui s'intéresse à l'impact des phénomènes telluriques, vibratoires et électromagnétiques sur le vivant. Donc on va s'intéresser dans un lieu à tous ces phénomènes-là et à l'impact qu'ils vont avoir sur les êtres vivants qui vivent dans ce lieu-là. Donc que ce soit évidemment les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes, puisque tous les êtres vivants sont potentiellement impactés par tout ça. Donc la géobiologie, vraiment en substance, c'est cette étude-là. D'ailleurs, géobiologie, le mot géobiologie se décline en trois racines différentes. Donc, géo, c'est la terre, bio, c'est le vivant, et logique, c'est l'étude scientifique. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qu'on fait. C'est qu'on va étudier un lieu, le comprendre, essayer de rentrer en intimité avec le lieu, parce que lorsque l'on travaille sur un lieu comme ça et qu'on détecte ces phénomènes-là, on prend vraiment un contact tout à fait particulier avec le lieu. Avec le vivant. Avec le lieu lui-même. Avec le lieu. Si par exemple on étudie par exemple un lieu sacré, par exemple une église, et qu'on étudie tous ces phénomènes-là, on rentre... alors c'est difficile à expliquer tant qu'on ne le fait pas. Il faut le vivre. Mais on rentre dans une espèce d'intimité qu'on n'a pas si on ne fait que passer dans le lieu comme un touriste, quoi. Quand on étudie un lieu de vie, comme une maison, c'est pareil. Quand on étudie tous ces phénomènes-là, on rentre vraiment en intimité avec la maison, une intimité qu'on n'a pas autrement. Alors c'est difficile à expliquer, il faut vraiment l'expérimenter, ça. Donc en fait, la géobiologie, c'est ça, c'est vraiment de rentrer le plus profondément dans la compréhension du lieu, à travers l'étude d'abord des phénomènes cosmotelluriques qu'il peut y avoir sur ce lieu-là, et des phénomènes cosmotelluriques, il y en a beaucoup, qu'on connaît très bien en géobiologie, et il y en a aussi beaucoup qu'on connaît moins bien. Donc la géobiologie, c'est vraiment quelque chose d'ouvert, c'est pas quelque chose de figé, de monolithique, c'est une discipline qui est en perpétuelle évolution. Les géobiologues normalement sont des chercheurs. Et donc, en détectant ces phénomènes-là, en tentant de les comprendre et de comprendre leur impact, on rentre vraiment dans une espèce d'intimité avec le lieu. Et lorsqu'on a terminé le travail, lorsqu'on a tout fait, normalement on fait ça sur un plan, donc il faut tout tracer parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout retenir de tête, c'est pas possible. Donc une fois qu'on a tout fait et qu'on regarde l'ensemble de ce qu'on a trouvé, on comprend beaucoup mieux le lieu. On peut se rendre compte pourquoi à cet endroit-là on n'est pas bien, ou pourquoi au contraire on est très bien. Pourquoi le lit à cet endroit-là, ben oui, on comprend pourquoi la personne qui dort là dort très mal, par exemple. Donc on comprend le lieu et il y a énormément de choses qui s'expliquent dans la vie des gens qui utilisent ce lieu-là une fois qu'on a terminé, quoi. Donc voilà, en substance, la géobiologie, c'est cette façon-là d'appréhender autrement le lieu. Et puis évidemment, l'idée, c'est de rendre le lieu bien plus propice à la vie qu'il ne l'était avant. Donc il y a, après le travail de détection et de compréhension du lieu, il y a un travail
qu'on appelle d'harmonisation du lieu, de sorte que le lieu soit bien plus propice à la vie, donc de sorte qu'on y soit en meilleure santé, qu'on s'y sente bien, et qu'il y ait un épanouissement vraiment plus important, quoi. C'est mettre en adéquation le lieu et le vivant. Oui, Est-ce qu'on peut dire ça? c'est même parfois, dans certains cas, c'est même plus que ça. C'est parfois, il y a des lieux qui sont pas propices du tout à la vie, et on les rend propices à la vie. Donc parfois on passe vraiment de quelque chose qui est dévitalisant complètement à quelque chose qui est vitalisant, au contraire. Voilà. Mais oui, c'est ça, l'idée c'est que le vivant soit bien dans ce lieu-là. Voilà. Alors pour ce faire, tu parlais de tellurisme. Qu'est-ce que le tellurisme dans la géobiologie? Alors en fait, le tellurisme, c'est l'étude des phénomènes qui viennent du sous-sol. Donc des phénomènes issus du sous-sol, il y en a beaucoup, qu'on connaît très bien. Il y en a aussi, encore une fois, d'autres qu'on connaît moins bien. Mais pour ceux qu'on connaît très bien, il s'agit par exemple des veines d'eau qui peuvent passer sous un lieu et qui ont un impact réel au-dessus du sol. Donc les gens qui sont au-dessus du sol et au-dessus d'une veine d'eau, il va y avoir un impact. Il y a par exemple les failles, ce qu'on appelle les failles. Donc les failles, ce sont en fait des cassures dans la roche, donc dans le sous-sol, à des profondeurs différentes, et qui ont un impact aussi très important au-dessus du sol. Il y a par exemple ce qu'on appelle les réseaux telluriques. Donc ça c'est très connu, le plus connu c'est le réseau Hartmann. Donc les réseaux telluriques, en fait, ce sont des phénomènes énergétiques, invisibles à l'œil physique, qui sont absolument partout, et ça forme en fait une espèce de maillage sur la totalité de la planète. Il y en a vraiment partout, on ne peut pas les éviter. Et une bonne partie de ces réseaux-là, enfin une bonne partie des réseaux qu'on connaît bien, sont effectivement dévitalisants pour le vivant. Donc on va s'intéresser évidemment à ces réseaux-là, puisque les endroits où ils passent, et surtout les endroits où ils se croisent, ce qu'on appelle un croisement ou un nœud de réseau, surtout ces endroits-là vont nous intéresser beaucoup en géobiologie, parce que si il y a par exemple un croisement de réseau sur un endroit où on reste longtemps, où on stagne par exemple un lit, c'est là que ça peut commencer à poser des problèmes sur la durée à moyen ou à long terme, quoi. Ça peut poser quelque chose de dévitalisant, mais aussi peut-être vitalisant. Alors ça arrive, oui, puisqu'il y a aussi des réseaux qui sont vitalisants. On connaît plus de réseaux dévitalisants que de réseaux vitalisants, mais il y en a aussi qui sont vitalisants. Alors, ça ne veut pas dire que parce que c'est vitalisant, c'est bon pour nous. Il faut être prudent avec ça, parce que trop vitalisant, c'est trop. Ça aurait un effet inverse. Ça serait, j'ai eu le cas de gens qui étaient dans ce cas-là et qui ne dormaient pas. Non pas parce qu'ils étaient sur un endroit dévitalisant, mais parce qu'ils étaient sur un endroit bien trop vitalisant pour eux. Et donc le problème, c'était pas un problème de négativité, c'était un problème de positivité. De surpositivité. En quelque sorte. Oui. Ça veut dire qu'on est peut-être trop énergétisé quelque part, donc ça empêche de dormir. Mais voilà, c'est exactement ça, parce que notre corps physique, l'être humain, n'est pas fait pour supporter toutes les vibrations. On peut les supporter un temps, bien sûr. On peut se mettre sur des endroits extrêmement vibratoires pendant un moment, mais tout le temps, non. Alors ça, c'est valable pour ce qui est positif, et évidemment ce qui est valable aussi pour le négatif. Mais les deux sont liés, en fait. Oui. C'est un ensemble, tout ça. De toute façon, dans une journée, on vit les phénomènes qui se complémentent de façon toute la journée. Voilà, on passe peut-être de points dévitalisants et d'autres vitalisants, et le corps s'adapte. On fait ça en permanence. On fait ça en permanence, ne serait-ce que sur les réseaux. Les réseaux, comme je t'expliquais, il y en a partout. Ne serait-ce qu'en marchant dans une rue, on traverse des réseaux sans arrêt. Et il y a une alternance de positivité, de négativité sans arrêt. Donc on est en permanence dans cette dualité-là, entre le positif et le négatif, en permanence. Et on ne s'en rend pas compte. Et on vit très bien comme ça. Ce qui est embêtant,
et c'est ce qu'on étudie en géobiologie, c'est les endroits où on reste longtemps. Oui. Voilà. Donc pendant le sommeil, c'est ce que tu dis. Déjà beaucoup pendant le sommeil, vu qu'on dort quand même en moyenne 8 heures par nuit. On ne bouge pas quand on dort. Ou des zones de travail. Les zones de travail, les zones de bureau, par exemple, où il y a des gens qui travaillent à leur bureau longtemps, qui restent assis là. Les gens qui, par exemple, qui ont un fauteuil devant leur télévision et qui restent longtemps à regarder la télévision, par exemple, ils vont rester là plusieurs heures par jour. Eh bien, c'est ces endroits-là qui sont intéressants à étudier en géobiologie, parce que c'est ces endroits-là qui vont avoir un impact réel. C'est pas en traversant son couloir, en marchant dans un couloir, qu'il va y avoir un problème. Non, c'est vraiment quand on y reste. Ça, c'est pour vraiment le côté tellurique. Tellurique. Voilà. Donc là, tous ces phénomènes, alors des phénomènes telluriques, il y en a encore d'autres qu'on connaît bien en géobiologie. Et on les étudie tous, quand on fait une étude géobiologique quelque part, on les passe tous en revue, évidemment. Donc on les trouve pas toujours tous. Les réseaux, oui, puisqu'il y en a vraiment partout. Mais il y a d'autres phénomènes qu'on ne trouve pas nécessairement. Mais on les passe tous en revue, et puis une fois qu'on a tout passé en revue, tout détecté, c'est là qu'on se rend compte, une fois qu'on a fait le plan du lieu, et qu'on se rend compte un petit peu de l'état du lieu d'un point de vue tellurique. Et on peut faire à ce moment-là des correspondances, des croisements d'informations, et comprendre beaucoup de choses. Et c'est là aussi que c'est intéressant, une fois qu'on a fait ce travail-là, et bien justement de passer au travail d'harmonisation de tout ça, de sorte de neutraliser tout ce qui a neutralisé, pour que les gens qui avaient une veine d'eau sous leurs pieds, eh bien ne subissent plus cette influence-là. Et c'est tout à fait possible. Alors, on parle de veine d'eau, on parle de roches, on parle des phénomènes magnétiques. Quand on parle des réseaux Adapman, etc., ce sont ce ne sont pas des phénomènes magnétiques, puisque on parlait de maillage, pardon. Oui, alors on parlait effectivement, ils ont la forme d'un maillage, mais ce ne sont pas des phénomènes magnétiques au sens physique du terme. C'est-à-dire qu'un aimant, c'est magnétique, ok ? Mais un réseau, ça n'est pas magnétique, puisqu'on trouve les réseaux à l'intérieur des cages de Faraday. Donc en fait, ils ne sont pas de nature magnétique, ces réseaux-là, ils sont vraiment de nature éthérique, énergétique. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait d'autres formes dans le tellurisme qu'on ne connaîtrait pas encore, qu'on pourrait découvrir ? Mais très certainement. Oui. Très certainement, parce que comme je te disais, cette discipline n'est pas du tout une discipline figée, et on fait des découvertes sans arrêt. Donc il y a certainement des phénomènes qu'on ne connaît pas, et on découvre encore aujourd'hui des réseaux qu'on ne connaissait pas avant, des réseaux telluriques qu'on ne connaissait pas, de nature différente, et on découvre des choses comme ça assez régulièrement. Alors, il faut être prudent dans les découvertes, il faut les prendre avec beaucoup de prudence et de méthode, parce que évidemment, comme on a affaire à des phénomènes invisibles à l'œil nu, enfin à l'œil physique, tous les fantasmes sont possibles. Donc il faut vraiment y aller progressivement, avec une méthode précise, correcte, faire des mesures, étudier les phénomènes en long, en large et en travers, leur structure précise. Ça, c'est important pour ne pas développer de chimères, en fait. Donc les phénomènes géobiologiques que l'on connaît bien en géobiologie, ce sont des phénomènes qui sont étudiés depuis un siècle. Donc il y a eu énormément de gens qui ont étudié tous ces phénomènes-là. On peut même imaginer que sur des constructions telles que celles des pyramides d'Égypte ou autres, de grands monuments dans les civilisations anciennes, c'était peut-être aussi des choses qui étaient connues. Bien sûr que oui. Et travaillées. Bien sûr que oui, bien sûr. Il n'y a pas de hasard dans les constructions dans les Andes ou en Égypte? Non, absolument pas. Tous les grands monuments de cette époque-là sont construits en fonction du tellurisme du lieu. Bien évidemment, les anciens bâtisseurs de ces époques-là connaissaient bien mieux le tellurisme que nous, d'ailleurs. Et les cathédrales. Et bien sûr. Ce n'est pas des constructions qui sont faites sur des points au hasard. Non, du tout, y compris les mégalithes. Les mégalithes, c'est pareil. Donc il y a, à travers les époques, si on prend par exemple pour nous en Bretagne, il y a eu plusieurs époques différentes. Il y a eu l'époque mégalithique, il y a eu les Romains,
il y a eu ensuite les chrétiens. En fait, on se rend compte que tous les lieux qui sont considérés comme sacrés, en fait, ont été réutilisés au fil des époques. C'est toujours les mêmes lieux. Oui. C'est-à-dire Donc il y a une forme de on pourrait dire que les choses sont un petit peu figées au niveau du taylorisme, ou ça peut bouger finalement au fur et à mesure du temps? Ça peut bouger, mais pas à l'échelle d'une vie humaine. D'accord. C'est-à-dire que nous, on ne verra jamais de grands changements, sauf s'il y a vraiment quelque chose par exemple, je sais pas moi, un énorme tsunami ou un tremblement de terre considérable. Mais nous, sinon, on verra jamais de gros changements. Alors, évidemment, tout ça, ça fluctue. Si on parle par exemple des réseaux telluriques, ce sont des phénomènes qui ne sont pas figés. C'est comme la planète. Ça bouge un peu, mais ce ne sont pas des phénomènes qui vont, ce sont pas des phénomènes qui vont bouger énormément. Donc en fait, même sur des siècles, quand il y a un lieu présente un intérêt tellurique, même sur des siècles, eh bien, va continuer à présenter le même intérêt. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est toujours les mêmes lieux qui sont réutilisés à travers les époques, parce que les bâtisseurs savaient très bien qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose d'intéressant à exploiter. Absolument. Oui. Alors, on parle de tellurisme, et puis dans ton métier de géobiologue, on parle aussi de nettoyage vibratoire. Oui. Alors, ça, c'est la façon dont moi je travaille. Tous les géobiologues ne le font pas, ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc oui, on va parler de nettoyage vibratoire. Donc là, on va s'intéresser en fait non plus au phénomène tellurique du lieu, mais au phénomène vibratoire du lieu. Donc ça fait référence à tout le côté paranormal qu'on peut trouver dans un lieu. Donc les mémoires qu'il peut y avoir dans un lieu, dans le terrain, dans les murs, dans les matériaux de construction. On va s'intéresser aux éventuelles présences qu'il peut y avoir dans un lieu, aux éventuelles magies qu'il peut y avoir dans un lieu. Donc il y a là aussi une quantité de phénomènes importante qu'on connaît très bien, et une quantité de phénomènes aussi importante qu'on ne connaît que très peu. Voilà. Le fait de s'intéresser à ça, en plus du travail qu'on fait en géobiologie, le fait de s'intéresser à ça et de nettoyer le lieu de toutes ces perturbations-là en plus, ça permet de relever considérablement le taux vibratoire du lieu. Ce que fait déjà l'harmonisation en géobiologie. Le nettoyage vibratoire vient vraiment apporter un gros plus sur cette question-là, parce que, évidemment, que les êtres vivants qui vivent dans un lieu subissent ces influences-là. Alors concrètement, parce qu'on parle à la fois de phénomènes dits paranormaux, ce qui me semble un petit peu antinomique avec le fait qu'on peut travailler dessus. Donc si on peut travailler dessus, c'est que ça existe. Si ça existe, ça peut être normal. Et on continue à parler de phénomènes un peu paranormaux. Est-ce que c'est un langage pour que ce soit accessible dans la compréhension de tout le monde? Enfin, il y a une dissonance là que je comprends pas très bien. Eh bien, ça, c'est une question de sémantique. Oui. Donc, en fait, le mot paranormal est, dans le langage courant, admis comme étant ce qui définit ce qui est au-delà de la normalité. D'accord. Donc, on est bien d'accord que, en ce qui concerne, pour moi, pour mon métier, tous ces phénomènes-là sont tout à fait naturels. On est bien d'accord. Mais, aux yeux du commun des mortels, ce sont des phénomènes qui sont au-delà de la normalité. Et peut-être plus difficile à expliquer. Plus difficile à expliquer puisqu'on ne les voit pas. Il faut bien comprendre, moi je comprends parfaitement ça. Oui. Donc on a des moyens de les détecter, on a les moyens de travailler avec, on a les moyens de nettoyer toutes ces choses-là, mais tout ça, ça s'apprend, c'est long. Et donc, pour le commun des mortels, c'est pas forcément accessible. Et oui. Alors, concrètement, justement, comment on travaille un nettoyage vibratoire, ou comment on peut mesurer une vibration? Alors, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Alors, là aussi, je vais essayer de répondre de manière brève. C'est pas évident.
la plupart du temps, quand on travaille sur des phénomènes qu'on ne voit pas, on utilise la radiesthésie. Donc on va utiliser des outils de radiesthésie pour détecter les phénomènes. Donc un pendule, des baguettes, comme des baguettes de sourcier. Et puis il y a aussi des personnes comme moi qui n'utilisent plus d'outils, qui n'utilisent que leurs mains. Quelle que soit la méthode de détection, peu importe qu'on utilise des outils ou pas, ça n'a aucune importance, tout est valable à partir du moment où on sait bien utiliser les outils, qu'on connaît bien la méthode. Ça c'est très important, ça s'apprend, c'est long. Oui. Oui. Mais à partir du moment où on sait faire ça, eh bien on est en mesure de détecter les phénomènes et de les mesurer. Et pour faire des mesures, on a des méthodes aussi, avec des échelles de mesure, qui permettent de se rendre compte de l'impact de tel ou tel phénomène. Alors c'est valable à la fois pour les phénomènes telluriques, mais c'est valable également pour les phénomènes vibratoires. Si par exemple, je prends un exemple précis, on a une présence, par exemple une personne décédée dans une maison, cette présence-là va avoir un impact qu'on va pouvoir mesurer, grâce à une échelle de mesure précise. C'est-à-dire que le taux vibratoire ambiant sera défini en quelque sorte sur une mesure, enfin une échelle donnée. Tout à fait. Et de là, on peut imaginer, voilà, il se passe tel ou tel phénomène, parce qu'on a une vibration un rendu de vibration qui est de temps. C'est comme ça qu'on fait? Alors, et c'est presque ça, c'est juste inversé. C'est-à-dire que le taux vibratoire, par exemple général d'un lieu, va être impacté par les phénomènes qui sont là. Une fois que ces phénomènes sont neutralisés ou que ces phénomènes ne sont plus là, le taux vibratoire va monter. Ce que je fais par exemple lorsque je fais une étude géobiologique dans un lieu, peu importe le lieu, je prends toujours une mesure avant, une mesure pendant et une mesure quand j'ai fini, pour voir la différence et voir si le résultat est satisfaisant ou pas. Et quand on a fait l'harmonisation d'un point de vue géobiologique, le nettoyage vibratoire, on a toujours une montée du taux vibratoire assez importante. C'est ça qu'on cherche. Faut pas trop, mais oui. Voilà. Ça veut dire que si un lieu est un petit peu où on vit difficilement, où on ressent où les énergies de la personne vont être plutôt basses, c'est-à-dire on se sent fatigué, on dort mal, on va se trouver sur un taux vibratoire plutôt bas. C'est ça. Et à partir du moment où on va nettoyer un lieu, on va se retrouver sur un taux vibratoire beaucoup plus haut. Plus haut, oui. C'est ça, plus haut. Donc en fait, les symptômes, entre guillemets, qu'on peut trouver dans un lieu, qu'on peut éprouver dans un lieu, sont très variés. Parce que les gens sont tous différents. Donc il y a des gens qui sont sensibles, d'autres qui ne le sont pas. Et ça va s'exprimer de manière totalement différente. Il y a des gens qui vont avoir simplement des problèmes de sommeil, d'autres qui vont avoir des problèmes de santé, vraiment, d'autres qui vont simplement avoir des problèmes d'ambiance inadéquate pour eux. Ça peut être quoi? C'est ressentir une forme de malaise, de oui, pas être bien, de pas être bien, de jamais être confortable, d'avoir froid tout le temps alors que la maison est chauffée, de se sentir avoir peur. Parfois, il y a des gens qui ont peur chez eux pour des raisons totalement inexpliquées. Voilà. Donc, ça peut vraiment s'exprimer de manière très très différente en fonction des gens. Il y a des gens qui ne ressentent rien du tout, peuvent être dans les pires endroits du monde. Ça leur fera rien. Oui, ils n'ont pas la sensibilité qu'ils aient. Voilà. Et puis il y a des gens très sensibles qui, au contraire, ne peuvent même pas rentrer dans certains lieux. Alors, est-ce que ça dépend du fait que on dit que chaque organisme vivant a sa propre vibration? Un virus a sa vibration, une bactérie a sa propre vibration. Donc, nos cellules ont aussi leur propre vibration. On va même jusqu'à dire qu'on peut détecter un cancer parce que les cellules cancéreuses ont une vibration particulière. Bon, je ne sais pas si c'est exact. Il faudrait demander à des médecins, des scientifiques, peut-être qui se travaillent là-dessus. Mais en sachant tout ça, donc on vibre à des taux différents les uns les autres, donc ce qui explique peut-être la sensibilité. Ça peut expliquer la sensibilité, effectivement. Et cette différence de vibration s'explique aussi très bien en énergétique. Puisque, effectivement, même en énergétique, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Donc à chaque fois, c'est du cas par cas. Et pour une maison, c'est pareil.
Il n'y a pas de généralité, on peut faire des généralités, mais quand on soigne, entre guillemets, une maison, ou quand on soigne quelqu'un, c'est toujours du cas par cas. Ça me fait penser à quelque chose, si des personnes euh, trouvent de l'antipathie envers quelqu'un, est-ce que ça peut être le fait que leur taux vibratoire est vraiment différent? Oui. Oui. Oui, c'est parce qu'effectivement, il peut y avoir une différence trop importante de fréquence entre les deux personnes, et donc tout simplement, elles sont pas sur la même longueur d'onde, comme on dit. Donc les liens qu'on peut avoir de façon spontanée en empathie, même envers un animal ou envers une autre personne, ça vient aussi du fait qu'on peut avoir des taux vibratoires qui sont compatibles ou plutôt en harmonie, Tout à fait. plutôt que non. Tout à fait, oui, oui, oui. Ça, en tout cas, c'est une partie de la relation qu'on a aux autres. Avec les êtres vivants. Oui, oui, tout à fait. Auquel cas, aussi une plante verte qui peut se plaire dans un endroit et pas du tout dans un autre. Bien sûr. Donc là, on rejoint le fait que le vivant, il aime un lieu où il ne l'aime pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, les plantes sont les premières, la plupart du temps, à réagir à une harmonisation en géobiologie. Donc à nous le dire. Et à le montrer. Souvent, moi j'ai eu souvent des cas de personnes qui m'ont dit mais c'est incroyable, mes plantes sont beaucoup plus belles qu'avant, elles sont luxuriantes, elles poussent beaucoup plus, voilà. Parce que les plantes réagissent très bien et très vite, beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une harmonisation, en fonction de la sensibilité des gens, ça peut mettre du temps à se manifester vraiment. Alors que les plantes, elles réagissent beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Oui. Et les animaux aussi, surtout les chats, réagissent beaucoup plus vite que les êtres humains, en tout cas. Alors justement, pour les chats, ça me fait penser à quelque chose. On dit que les chats vont naturellement vers des endroits à soigner. Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, c'est une généralité. C'est une généralité. C'est une généralité, mais d'un point de vue général, c'est assez vrai. Oui. Oui, parce que les chats, en fait, les chats sont des animaux particuliers et ils vibrent sur une fréquence plus basse que nous. Et donc, ils vont se mettre sur des endroits qui ne sont pas nécessairement bons pour nous, mais qui pour eux sont pas du tout un problème. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, si vous avez un chat qui se met là tout le temps, évitez de vous mettre à cet endroit-là. Non pas que ce soit une catastrophe, mais pour le chat, c'est pas du tout un problème, alors que pour un être humain, ça pourrait être un problème. Alors, je pense à toutes ces personnes qui ont des chats et les chats viennent systématiquement sur leurs genoux, ça peut être inquiétant. Alors non, il faut pas, non, là c'est la plupart du temps quand un chat vient sur les genoux de quelqu'un, c'est simplement qu'il a envie de faire un câlin. Bon, alors, okay. Voilà. Non, mais par contre, quand on a un chat qui se met toujours au même endroit dans une maison, ou toujours dans un coin sur un fauteuil, mais tout seul, et que c'est régulier, que c'est récurrent, que c'est vraiment sa place, quand on fait une étude et qu'on regarde un peu en détail cet endroit-là, la plupart du temps, on est sur des phénomènes dévitalisants pour l'être humain. Mais pour le chat, non. Pour le chat, non. Ce qui s'explique aussi parfois dans les élevages. Les élevages. Oui, les élevages, sur des prairies peut-être qui sont impactées, ou des endroits où on met des animaux, je pense notamment à des... Moi, j'avais entendu dire que des élevages de lapins, il avait fallu changer la place parce qu'effectivement, ils mouraient les uns après les autres. Et effectivement, il y avait quelque chose à l'endroit et qu'il fallait absolument dégager. Bien sûr, les élevages en géobiologie, on en fait beaucoup. Donc, quels que soient les animaux, donc que ce soit les volailles, les bovins, les porcs, les brebis, les lapins. Tous les animaux en fait sont vraiment impactés par les phénomènes telluriques et aussi les phénomènes électromagnétiques. Donc les technologies modernes les impactent énormément. Donc lorsqu'il y a par exemple des lignes à haute tension qui passent au-dessus d'une exploitation, c'est très souvent qu'il y a des problèmes avec les animaux. Alors que naturellement, si les troupeaux étaient sauvages, ils n'iraient pas à cet endroit-là. Mais enfermés dans l'élevage, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ou enfermés dans un champ qui est en dessous d'une ligne électrique, ils n'ont pas le choix non plus. Donc là aussi, on a beaucoup de travail à faire par rapport à tout ça, parce que lorsque les élevages sont conçus, ils ne sont pas conçus dans cette perspective-là. Ils sont conçus dans une perspective la plupart du temps de production, mais pas dans une perspective de bien-être pour les animaux.
d'un point de vue énergétique en tout cas, ou d'un point de vue électromagnétique. Donc là, c'est ce qu'on appelle les nuisances modernes, hein, tout ce qui est nouvelles lignes à haute tension. On a parlé aussi des éoliennes. Il y a un doute aussi sur l'impact que ça puisse avoir sur l'environnement, sur le vivant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, c'est difficile de se prononcer vraiment parce que les différents tests qui ont été faits sur les éoliennes ne donnent pas des résultats identiques tous. C'est-à-dire que c'est pas constant? Les résultats sont différents. Donc, on sait qu'il y a un impact, mais on ne sait pas précisément le mesurer. Alors, les phénomènes électromagnétiques, ça fait partie du travail qu'on étudie en géobiologie. Ça fait partie de l'étude géobiologique. Donc, on va s'intéresser effectivement aux nuisances qui sont liées à la technologie d'aujourd'hui. Donc le Wi-Fi. Le Wi-Fi, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les hautes fréquences, le Wi-Fi, et puis tout ce qui est électricité. Donc effectivement, dans des élevages par exemple, les animaux sont très sensibles à l'électricité. Donc lorsqu'il y a des courants de fuite par exemple, ou lorsque les animaux sont dans des environnements métalliques et qu'il n'y a pas suffisamment de mise à la terre, ils sont très impactés par ça. Lorsqu'il y a des lignes à haute tension qui passent au-dessus des exploitations, les animaux sont très impactés par ça, ils sont beaucoup plus sensibles que nous, les animaux, par rapport à ces phénomènes-là. Et puis effectivement, dans un lieu de vie, pour des êtres humains, on va s'intéresser à ces phénomènes-là, donc les hautes fréquences, le Wi-Fi, le Bluetooth, les fours à micro-ondes, ces choses-là, et puis ce qu'on appelle les basses fréquences, donc tout ce qui est lié à l'utilisation de l'électricité, où là on va avoir des champs électriques et des champs magnétiques qui vont se manifester dans la maison ou dans le lieu. Si par exemple on prend le cas par exemple d'une entreprise d'informatique par exemple, où il y a des ordinateurs partout, des émetteurs Wi-Fi, des relais Wi-Fi partout, il va y avoir une pollution électromagnétique très intense, et ça se mesure aussi en termes d'impact. Voilà. Et souvent ça se traduit par quoi? Des maux de tête, des malaises, de la fatigue? C'est comme pour le tellurisme, ça se traduit en fonction des gens. Tout le monde n'est pas impacté de la même manière. Donc en fonction des gens, ça peut se traduire tout simplement par rien du tout, par des simples maux de tête, et puis parfois par des maladies très très graves. Parce qu'en fait tout ça, ce sont des symptômes qui amènent en fait les personnes à avoir recours à tes services pour nettoyer, pour comprendre ce qui se passe? Alors parfois, oui, parfois quand les gens sont conscients de ça. Mais on est dans un environnement là sociétal qui fait comme si ces nuisances-là étaient inoffensives. Donc c'est très difficile pour les gens qui ne sont pas informés de comprendre l'impact de ces phénomènes-là, de comprendre que ces nuisances électromagnétiques ont un véritable impact sur les cellules de leur corps. C'est très difficile parce qu'il y a un manque d'information là-dessus. Et manque d'information aboutit forcément à une prévention qui n'a pas lieu alors qu'elle pourrait être faite. Tout à fait. On a pourtant des associations très actives qui essayent d'informer le plus possible à ce sujet-là, mais visiblement c'est encore insuffisant puisqu'il y a une grande majorité des gens qui ne sont pas du tout informés de la nuisance que représentent ces pollutions-là. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens électro-hypersensibles. Ça prend parfois des allures absolument dramatiques. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ne peuvent plus supporter de vivre à proximité de la technologie. Or, aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Il n'y a quasiment plus aucune zone blanche, en tout cas sur le territoire français. Il y a encore des zones grises, mais des zones vraiment blanches, c'est très très rare. Donc, il y a besoin effectivement d'informer, et là-dessus, les géobiologues sont quand même bien placés pour informer là-dessus, puisque ça fait partie du travail. Alors pour conclure notre entretien sur la géobiologie, la manière dont tu la pratiques, est-ce que, pour une note un peu plus positive,
que l'électrosensibilité qui effectivement apporte des fois beaucoup de drames. Des anecdotes, quand tu as fait des nettoyages de lieux, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui a fait que les gens se sont sentis beaucoup mieux ou quelque chose de tout à fait plaisant à raconter là-dessus? J'en aurais beaucoup, parce qu'en réalité, quand il y a un travail complet qui est fait comme ça dans une maison, c'est toujours positif. Parfois, ça prend des formes auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que euh, parfois, je peux donner un exemple. Par exemple, une fois, j'avais fait une étude pour un couple. Ils étaient donc 4 dans la maison, il y avait 2 enfants. Et ils m'avaient rien dit. Donc moi, j'étais pas prévenu. Et donc, ils me demandent de faire l'étude. Donc je viens, je fais l'étude normalement, voilà. Tout se passe très bien. Et puis, ils m'ont rappelé 2 mois plus tard. Et pour me dire, c'est super, merci beaucoup, on vend la maison. Alors j'étais surpris parce que j'ai dit, mais vous m'avez demandé de faire l'étude de votre maison, et puis là vous partez, comment se fait-il? Et là, c'était la dame que j'avais au téléphone, elle m'a dit, non, non, mais ça fait 2 ans qu'on essaye de vendre et qu'on n'y arrive pas. Et ça y est, c'est bouclé, on a des acheteurs, ça arrive, donc là, pour le coup, la positivité pour eux, c'était de pouvoir enfin partir. La plupart des gens veulent rester chez eux et être bien. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir avancer et partir ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été libéré dans la maison? Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été libéré dans la maison, que la maison n'a plus du tout la même attractivité. Et d'ailleurs, c'est très fréquent qu'il y ait des maisons qui ne se vendent pas et que lorsqu'il y a un géologue qui intervient, la maison se vend très, très rapidement dans les semaines qui suivent parce que effectivement, les gens qui pénètrent dans le lieu ne ressentent plus du tout la même chose qu'avant. Absolument. Voilà. Merci Emmanuel. Avec plaisir. On retrouvera bien sûr dessous la vidéo tes coordonnées où on peut te joindre. Donc tu as un site internet. Oui, j'ai un site internet, une page Facebook. Une page Facebook aussi. Voilà, donc tout ça, on retrouve cela au bas de la vidéo. Merci Emmanuel. Merci à toi. À bientôt.